Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer la lecture des chapitres 9, 10, 11 et 12 de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Le narrateur personnage, c'est-à-dire le condamné à mort, se trouve à Bicêtre. Il a été condamné à mort, cela fait 5 semaines qu'il est à Bicêtre. Eh bien, il a décidé d'écrire le journal de ses souffrances. C'est-à-dire, il va raconter au jour le jour, minute par minute, heure par heure, ce qu'il est en train de vivre à Bicêtre, ce qu'il est en train de ressentir, les souffrances dont il souffre chaque minute, chaque heure. Donc, il a décidé de tout raconter. Peut-être ce qu'il va raconter, peut-être ça va donner une bonne leçon pour les juges, pour les personnes responsables, afin qu'ils arrêtent de couper la tête d'une personne. Voilà, donc dans le chapitre précédent, après avoir décidé bien sûr de raconter son séjour à Bicêtre et vraiment de raconter ce qu'il ressent avant d'être guillotiné, eh bien le narrateur, il vient de calculer le nombre de jours qui lui reste et combien de temps va-t-il rester à Bicêtre avant son exécution. En fin de compte, il a déduit que la jeune fille avait raison, et c'est vrai, il lui donc entre la condamnation, c'est-à-dire la sentence et l'exécution, il y a exactement 6 semaines. Donc, pour lui, la fille avait vu juste. Donc, dans le chapitre 9, voilà. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais, et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes, qu'est-ce qu'elles ont fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas. Elle dort. Elle est comme morte. Ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et qui ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Donc, on voit clairement que dans ce chapitre, le narrateur nous informe sur les personnes qu'il va laisser derrière lui. Et il va laisser derrière lui une femme, c'est-à-dire sa femme. Il va laisser derrière lui sa mère, qui est un petit peu âgée. Il va laisser sa fille, qui a encore 3 ans, qui ne sait même pas ce qui va arriver à son père. Donc le narrateur, c'est-à-dire le condamné, il nous informe que, voilà, admettons que je suis puni justement, c'est-à-dire je mérite la mort. Alors, ces 3 femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi elles aussi, elles vont être punies? L'une va perdre son fils, la deuxième va perdre son mari, et la troisième va perdre un père. Donc, même l'auteur, il a choisi des femmes. Il a choisi une vieille femme, il a choisi une petite fille. Donc,
il a choisi sa femme qui est malade. Donc, on remarque très bien que les trois personnes, les trois femmes, elles sont, on va dire, elles sont en quelque sorte faibles, c'est-à-dire elles ont besoin de cet homme. Donc chacune a besoin de cet homme. La mère, elle a besoin de son fils, la femme, elle est malade et elle a besoin de son mari, et la fille, bien sûr, vu qu'elle va devenir orpheline, elle a besoin de son père. Donc l'auteur, il a bien joué sur cette carte, c'est-à-dire il a choisi des personnes qui ont besoin de ce monsieur, c'est-à-dire du narrateur. On passe maintenant au 10e chapitre. Voici ce que c'est mon cachot. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exaucé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil. Hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte. Il ne peut pas voir le ciel. Ce qu'il voit, c'est le toit qui est noir. Donc une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignée pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor, éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits, au haut du mur et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort parce que, étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fut brûlé Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces 2 yeux fixes, toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Voilà, donc dans le chapitre 10, le condamné est en train de décrire sa cellule. Voilà, elle est comment. Et puis, après avoir décrit sa cellule, il décrit la composition de la prison en général. Il nous donne des informations générales sur la prison, sur le bâtiment. Donc le chapitre 11. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace ici. Du moins, c'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, gris, souvent de profondes entailles dans la pierre. Ça et là, des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre. Donc c'est une métaphore. Il est en train de comparer le mur qui est plein d'inscriptions et plein d'écritures à un livre. Voilà, c'est comme si c'était un livre. Étrange qui se développe page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée.
et part sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie, le malheureux. Ne prenez pas un long engagement. Donc pourquoi il dit que voilà, il ne prenait pas un long engagement, c'est que dans le chapitre précédent, il nous a informé que dans la cellule où il est détenu, et également les cellules qui sont à côté, sont 3 cellules, ces 3 cellules sont réservées uniquement aux condamnés à mort, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont passées par cette cellule, qui ont été incarcérés dans cette cellule, ils ont été exécutés. Ce ne sont que des condamnés à mort. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont écrit ces inscriptions, ces écritures sur les murs, ils étaient des condamnés à mort et ils ont été exécutés. Voilà. Donc, la personne qui a dessiné ces 2 cœurs et qui a écrit amour pour la vie, eh bien, c'était un condamné à mort et il est déjà mort. Donc, il a été exécuté. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes avec une petite figure grossièrement dessinée. Au-dessous, et ces mots, vive l'empereur, 1824. Encore des cœurs enflammés avec cette inscription caractéristique dans une prison. J'aime et j'adore Mathieu d'Anvin Jacques. Sur le mur opposé, on lit ce nom, Papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceci dessous. Bory, la République, c'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle. Pauvre jeune homme, que leur prétendue nécessité politique sont hideuses, pour une idée, pour qu'on appelle la guillotine, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi, qui me plaignais, moi misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonné en blanc au coin du mur, une image épouvantable, la figure de cet échafaud, c'est-à-dire l'image de l'échafaud. Lorsqu'on dit échafaud, c'est-à-dire la guillotine, la machine avec laquelle on va exécuter le condamné. Donc l'image de la guillotine, d'où vient bien sûr le verbe guillotiner. Donc la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe, donc lorsqu'il a vu cette image, il a eu peur. Il n'a pas pu continuer à lire les inscriptions qui se trouvaient sur les murs. Eh bien, la lampe a failli me tomber des mains. Voilà, donc il a tremblé. Il allait faire tomber la lampe des mains parce qu'il avait peur. Donc dans ce chapitre, le narrateur, il s'ennuyait, donc le jour ne se lève pas encore, donc il a décidé de faire le tour des murs et de voir ce qui est écrit sur les murs. Voilà, il a trouvé quelques noms, il a trouvé quelques dessins, quelques images qui ont été dessinées soit avec de la craie, soit avec du crayon, soit bon voilà. Et puis lorsqu'il a vu l'image de la guillotine, il s'est arrêté, voilà, il a arrêté sa recherche parce qu'il avait peur. Chapitre 12, c'est le dernier chapitre de cette vidéo. Je suis revenu m'asseoir précipitamment, voilà, sur ma paille. Précipitamment, ça veut dire parce qu'il avait peur. La tête dans les genoux, puis mon effroi, ma peur, voilà, s'est dissipée, voilà, ma peur est partie. Une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. Donc le narrateur, il va reprendre la lecture de son mur, c'est-à-dire la lecture des inscriptions murales, des inscriptions qui se trouvent sur le mur. À côté du nom Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, toute épaissie par la poussière, étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles. Donc il y avait quelques noms qui sont très lisibles, c'est-à-dire il peut lire ces noms, parmi d'autres, dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Donc on a le premier nom, Dautin, 1815, Poulain, 1818, Jean-Martin, 1821, Castaing, 1823. J'ai lu ces noms et de lugubres, de tristes souvenirs me sont venus. Donc, quel est le lien qui existe entre le narrateur et ce personnage? Pourquoi il les connaît? D'où viennent ces souvenirs? Donc, c'est tout simplement parce que les condamnés sont des personnes célèbres. Ils sont très connus. Ils deviennent connus. La personne devient connue lorsqu'elle est condamnée à mort. Donc, Dautin, donc,
nous avons le nom le nom de la personne et le crime que cette personne a commis. Que cette personne a commis. D'autant celui qui a coupé son frère en quartier. Donc c'est quelqu'un qui a coupé son frère en morceaux et qui allait la nuit dans Paris, jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père, au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castaing, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, c'est-à-dire au lieu de lui donner des traitements, il lui donnait du poison. Donc il a tué son ami. Et auprès de cela, il y avait un autre nom, c'est Papavoine, l'horrible fou. Donc c'est un fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins, voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule, c'est-à-dire voilà les personnes qui sont passées par là avant moi. Et moi, je vais passer par le même chemin, c'est-à-dire moi aussi je ressemble à cette personne. Moi aussi, je suis un criminel. J'ai commis un meurtre. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de temps entre un condamné à un autre. 1815, 1818, 1821, 1823, donc c'est l'intervalle, vraiment, c'est très court. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissé. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni... Voilà, donc, après sa mort, il va être enterré dans le cimetière qu'on appelle Clamart. Voilà. Donc, je me suis ni visionnaire. Voilà, donc, après avoir expliqué ça, donc, qu'il a trouvé ses noms, eh bien, il nous informe là qu'il n'est pas un visionnaire. Le narrateur, ce n'est pas quelqu'un qui est superstitieux. Il est probable que ses idées me donnaient un accès de fièvre, c'est-à-dire à cause de ce qu'il a vu et les idées qu'il a eues à cause de toutes ces inscriptions, il commence à avoir de la fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il a commencé à rêver, à voir des choses qui n'existent pas, à halluciner, on va dire. Il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Et puis, il m'a paru que le cachot était plein d'hommes. Donc, il commence à voir des hommes, certaines personnes dans son cachot. Donc, il commence à délirer, à halluciner, à voir des choses qui n'existent pas. Donc, des hommes étranges, qui sont bizarres, voilà, étranges, qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche, parce qu'il n'y avait pas de chevelure, il n'y avait pas de cheveux. Tous ces personnages me montraient le poing, excepté le parricide. Le parricide, c'est-à-dire la personne qui a tué son père. Hein. Donc la personne qui a tué son père, c'était Jean Martin. Voilà, donc c'est le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur. Donc il a fermé les yeux, peut-être pour échapper à ce qu'il est en train de voir. Alors j'ai tout vu plus distinctement. Alors il a vu des choses encore plus claires. C'est devenu plus clair. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, est-ce que c'était un rêve, une vision, bien une réalité? Est-ce que je suis devenu fou? Si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps, j'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Voilà, heureusement que il y avait une araignée, parce qu'il avait détruit une toile d'araignée tout à l'heure dans le chapitre précédent. Donc il y avait une araignée qui marchait, qui traînait sur son pied, qu'il avait réveillé. Cela m'a dépossédé. Donc il ne voit plus ces personnes, donc il est réveillé. Oh, les épouvantables spectres! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth, les morts sont morts. Ceux-là surtout, ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade, c'est-à-dire la tombe. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. Donc, dans ce chapitre, le narrateur
nous a informé des inscriptions qui existaient, qui étaient écrites sur les murs de sa cellule. Chaque personne avec le crime à côté, c'est-à-dire le crime qu'il avait commis. Et puis, lorsqu'il a vu ça, donc il a eu peur, il a commencé à avoir de la fièvre, la température de son corps commence à monter, et il commence à faire un rêve, il commence à imaginer des choses qui n'existaient pas. Eh bien, il a vu toutes ces personnes qui sont déjà mortes en train de prendre leur tête par la main, et on voit très bien que le narrateur, il souffre, même à s'imaginer des choses qui n'existent pas. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons consacrer la vidéo à la lecture du chapitre 13, qui est un chapitre très important et parmi les chapitres les plus lents de ce roman. Voilà, donc à la prochaine.